Je partage mes bonnes adresses à Paris depuis plus de 6 ans sur les réseaux sociaux et aujourd'hui j'ai même la chance d'en faire mon métier. Et vous êtes 800 000 à suivre mes aventures parisiennes, honnêtement j'ai toujours un peu du mal à y croire. Donc pour bien démarrer 2025 avec vous, j'ai fait une grosse foire aux questions sur Instagram pour répondre à toutes vos interrogations sur mon métier, mon parcours, mais également des questions un peu plus perso, voire très perso, donc c'est parti. Hello à tous et bienvenue dans cette foire aux questions 2025. Et comme nous sommes en plein mois de janvier et que je n'ai pas encore mangé une seule galette des rois, j'ai décidé d'allier l'utile à l'agréable et donc de répondre à vos questions tout en dégustant des galettes. Donc nous avons ici une première galette qui est la galette la moins chère. Ensuite là ce sera une galette Picard qui est très bien notée. En troisième galette on va avoir une galette très insolite et on finira en beauté avec une galette de grand pâtissier qui est du coup la plus chère mais qui a l'air incroyable. Et pour la FAQ, merci beaucoup d'avoir joué le jeu, j'ai eu vraiment beaucoup de questions sur Instagram et j'ai décidé de tout regrouper en 3 catégories. Donc on va commencer sagement avec des questions un peu pro sur mon parcours, mon métier. Ensuite on passera à la catégorie des questions perso et on va terminer par la catégorie des questions croustillantes parce que franchement vous vous êtes lâchés. Mais en même temps c'était le jeu et j'ai dit que je répondrais à toutes vos questions les plus tabous, mais je garde ça pour la fin de la vidéo, mais restez bien jusqu'au bout. Avant de répondre à toutes ces questions, moi j'ai faim, donc on va déguster notre première galette. On démarre par la galette Pasquier, donc vraiment la classique qu'on trouve dans tous les supermarchés. Et c'est une 6 parts et elle coûte 7,49 €. Je crois que je l'ai jamais goûtée, donc je suis un peu intriguée. Je sais pas trop ce que ça vaut. Donc voilà à quoi elle ressemble. Franchement, au visuel, c'est pas si mal. Est-ce que je vais tomber une fois sur la fève pendant cette vidéo? Je ne sais pas. En vrai, j'ai jamais de chance. Ok. L'intérieur, c'est pas trop mal. Couper une petite part parce qu'on en a quand même 4 à tester, donc je vais pas m'empiffrer tout de suite avec la première. Stéphane, tu veux goûter? J'appelle du renfort. Tu veux goûter la galette? Ouais, tiens. Cul sec. Bah franchement c'est pas si mal. Parce que bon, il faudrait la passer au four, j'avais loupé l'info. En fait ils disent faut la mettre 10 minutes au four pour qu'elle soit plus croustillante. Donc là elle est un peu molle. Le feuilletage est quand même vraiment pas mal. Et la frangipane elle est bonne, elle a un bon goût d'amande. Non c'est bien non? Tu m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Moi je trouve que ça fait clairement le taf. Franchement tu vas acheter une petite galette pas chère pour te faire plaisir, c'est validé. Alors c'est parti pour les questions pro. Donc j'ai fait une petite liste de toutes les questions que vous m'avez posées. J'ai essayé de regrouper aussi parce qu'il y a pas mal de questions qui finalement se ressemblaient un peu. Donc la première question que j'ai reçue c'est: quel est ton parcours pro? De quoi vis-tu? As-tu un métier à côté de ton activité de créatrice de contenu? Et que faisais-tu avant comme travail et comme études? Alors je vais essayer de faire concis. Donc moi en fait j'ai fait des études qui n'avaient absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. J'ai fait des études de biologie et physiologie animale. Donc j'ai fait ma licence à Toulouse et après ma licence je suis montée à Paris pour faire un master de santé publique et risques environnementaux en 2 ans et j'ai ensuite continué, j'ai fait une autre année de master spécialisé en évaluation des risques sanitaires liés à l'environnement. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En gros j'ai étudié les risques de la pollution sur la santé, que ce soit la pollution de l'air, le bruit, la pollution dans nos aliments, tout un tas de pollutions en fait. Et c'était trop bien, franchement c'était grave intéressant. Et à la suite de ça, j'ai été embauchée dans des agences publiques. Et ensuite, je suis allée chez Santé publique France pendant 4 ans où j'ai travaillé sur les effets des perturbateurs endocriniens sur la santé. Et j'ai beaucoup étudié tout ce qui était endométriose et fibrome utérin. Donc voilà, une formation hyper scientifique, vraiment très différente. Et du coup, comment est-ce que j'en suis arrivée là? Parce qu'aujourd'hui, c'est plus du tout mon métier. Comme je vous disais, moi j'étais de Toulouse et mon rêve c'était de venir vivre à Paris. Et quand je suis arrivée à Paris, j'ai eu envie vraiment de tout tester, de faire toutes les sorties, tous les musées, tous les restos. J'étais passionnée par cette ville en fait et tout ce qu'il y avait à faire. Et du coup j'ai commencé à me faire un peu une petite liste de mes bonnes adresses, de mes balades, de mes itinéraires. Et je me suis dit pourquoi pas en fait en faire finalement un blog, parce qu'à l'époque c'était les blogs. Maintenant ça se fait plus trop, mais voilà. Et pour faire connaître mon blog, j'ai fait une page Insta. Et finalement c'est la page Insta qui a vraiment marché assez vite en fait, parce que à ce moment-là, quand je dis à l'époque, donc c'était il y a 6 ans que j'ai commencé à faire ça, il y avait pas beaucoup de créateurs de contenu dans ce domaine à Paris. Et du coup, par exemple, assez vite, au bout de mes 2000 abonnés, si je me souviens bien, j'avais déjà des restaurants qui m'invitaient pour faire des vidéos et tout. Donc c'était quand même assez incroyable. Et ça a pris
pris une ampleur, franchement je m'attendais pas du tout à ce que ça prenne autant d'ampleur. Ensuite il y a eu l'arrivée des réels sur Insta et là mon compte il a complètement explosé. Et bizarrement c'était pas les réels resto qui marchaient le plus, c'était vraiment les réels sorties et activités à Paris. Donc c'est sur ça que j'ai pas mal axé ma page Insta. Ensuite je me suis mise sur TikTok bien sûr. Comment est-ce que c'est devenu mon métier? Moi j'ai eu la chance de pouvoir faire une mise à disposition quand j'étais à Santé publique France. Donc en fait c'est pendant 2 ans j'avais le droit de tester un projet quel qu'il soit et à la fin des 2 ans si jamais le projet était viable, me plaisait et tout, je pouvais partir ou sinon je pouvais revenir à mon poste de départ. Donc là j'ai dit vas-y let's go, c'est l'occasion en or pour tester si ce que je fais sur les réseaux je peux en vivre en fait et si ça me plaît. Voilà, ça fait 2 ans et du coup j'ai démissionné officiellement de Santé publique France là en décembre en fait puisque c'était la fin de mes 2 ans, c'est passé très vite. Et aujourd'hui c'est donc mon métier à temps plein, la création de contenu. Concrètement, comment est-ce que je gagne ma vie avec les réseaux sociaux? Il y a plusieurs choses mais le plus gros point c'est vraiment les collaborations avec les marques et les lieux. Donc en fait ils vont me rémunérer pour que je poste une vidéo pour parler de cette marque ou pour parler de ce lieu. Donc cette année par exemple j'ai eu beaucoup de musées, j'ai eu des offices de tourisme, j'ai eu des transports donc comme la SNCF, j'ai eu des lieux artistiques par exemple l'Atelier des Lumières ou la Fondation Cherki, enfin vraiment des trucs trop bien quoi. J'ai aussi eu quelques marques food avec Picard, Magnum, Little Moons. Il y a aussi les restos, mais alors ça j'ai longtemps hésité parce que je savais pas trop quoi faire avec les restaurants. On va pas se mentir, être restaurateur à Paris c'est hyper difficile. Je le vois tous les jours, il y a des restaurants qui ferment alors que c'est bien placé, c'est super bon, alors que tout va bien. Mais en fait, il y a tellement de concurrence que vraiment, les restaurateurs à Paris, ils ont beaucoup de mérite. C'est un travail qui est très dur. Du coup, ça me pose foncièrement problème de les faire payer. À un moment donné, j'arrivais plus en fait à m'y retrouver parce que moi, quand je viens, je fais un tournage, je le prépare, je fais le montage, après ça leur donne de la visibilité, tout ça c'est un travail. Et en fait, je me dis, oui, mais je peux pas payer mes factures en allant manger au restaurant gratos, ça marche pas comme ça. Mais d'un autre côté, ça me fait trop mal au cœur. En fait, tant que je peux vivre sans faire payer les restaurants pour mes vidéos, je pense que je vais faire ça et je serai plus en accord avec mes valeurs. Ensuite, je touche un peu de revenus liés à mes vues sur TikTok et YouTube. Alors c'est vraiment très peu, mais quand même, il faut le mentionner. Et à un moment donné aussi, je faisais du community management pour les restaurants. Donc c'est-à-dire qu'ils me contactaient pour que je gère leur page Insta, que je prenne des photos, que je leur fasse des vidéos et tout, parce que eux, c'est vrai que c'est un vrai métier et eux, ils ont pas du tout le temps de s'en occuper. Et j'ai fait ça pendant quelques mois, il y a 2 ans, et en fait ça prend trop de temps, donc c'était trop cool, mais ça j'ai arrêté, je fais plus du tout. Donc voilà comment je gagne ma vie aujourd'hui, et parce que je sais que c'est encore très flou pour certains, même dans ma famille et tout, je vois qu'ils comprennent pas vraiment comment je gagne ma vie. Quel est ton salaire net par mois? Alors ça, j'avoue, j'attendais cette question. Je me suis dit que forcément j'allais l'avoir. Du coup, j'ai fait un gros bilan de l'année 2024 pour être très transparente et précise sur combien j'ai gagné. Parce que moi, j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, en fait, je trouve que c'est vachement intéressant d'en parler pour les gens qui se lancent dans ce milieu. Ou alors, si vous vous lancez dans l'auto-entrepreneuriat, c'est quand même, je trouve, vachement important d'avoir des retours de d'autres personnes qui font ça aussi. Donc, je suis en micro-entreprise depuis 2 ans. Donc, en 2024, j'ai gagné en brut. Attention, je précise bien c'est brut parce que le chiffre que je vais vous donner n'est pas du tout le même chiffre qui rentre dans ma poche. Donc j'ai gagné 96 000 € brut. À cela, il faut ajouter les avantages en nature puisque ça également très peu de gens le savent. Mais par exemple, quand je suis invitée au restaurant, je paye pas mon repas, mais en fait, je le paye un petit peu puisque je dois déclarer ça à l'URSSAF. Je dois payer 21,20% de charges à l'URSSAF, donc ça me fait 21 100 €. Donc il me reste 78 400 € après avoir payé l'URSSAF. C'est pas fini, bien sûr, puisqu'il manque les impôts. Alors, là non plus, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est hyper complexe. Donc moi, je suis imposée à 15,8%. Mais comme je suis en BIC, je vais pas être imposée sur mon CA total, je vais être imposée sur la moitié de mon chiffre d'affaires. Donc en fait, j'ai payé en 2024 6 300 € d'impôts. Donc il me reste, après impôt, 72 100 € de chiffre d'affaires. C'est toujours pas fini, puisque évidemment j'ai des frais professionnels pour faire mon métier. Par exemple, quand je vais au restaurant et que je paye, quand j'ai besoin d'acheter du matériel pour mes vidéos, par exemple là les galettes, je les ai payées. J'ai aussi un comptable, donc je paye tous les mois, et surtout je travaille avec 2 personnes en freelance, donc il y a Cassie,
mon assistante qui m'aide un jour par semaine. Et j'ai aussi Jeanne, ma monteuse, coucou, qui monte mes vidéos pour YouTube. Donc voilà, ça c'est un prix. Et donc j'ai calculé, ça me fait 26 000 € de charges par an. Donc si j'enlève tout ça, en fait, il me reste 46 100 € net par an, ce qui fait un salaire de 3 800 € à peu près, parce qu'il y a quand même des choses que j'ai pas compté dans ce calcul, puisque je dois payer aussi la CFE, un certain nombre de petits détails, mais bon. En gros, j'ai gagné 3 800 € net par mois à peu près cette année. L'année dernière, c'était un peu moins, puisque j'ai fait un peu moins de chiffre d'affaires, mais franchement, je suis trop contente parce que c'est quand même plus que le salaire que ce que j'avais à Santé Publique France, donc je suis plutôt fière de moi. Le problème, c'était bien beau ces 2 ans de micro-entreprise, mais vu que j'ai dépassé 2 années consécutives le seuil de la micro-entreprise, je suis obligée de passer soit en société, soit en entreprise individuelle. Donc voilà, j'ai fait le point avec mon comptable et moi c'est plus intéressant de passer en entreprise individuelle. Et alors là c'est un peu la cata, enfin c'est pas la cata mais du coup je me suis rendu compte vraiment de ce que c'était la vie d'entrepreneur. Parce que là les charges ça va plus être 21,20%, là c'est 45% que je dois verser à l'URSSAF. Voilà, là je peux pas faire plus transparente que ça, j'espère que ça vous aura intéressé. Ensuite, troisième question, quelle est ta plus grande peur dans ce métier? J'en ai plusieurs. Ma première source d'angoisse, en fait, c'est que ça rajoute une pression. En fait, quand t'es salarié, tu t'occupes de rien. Tu reçois ta fiche de paye et puis basta, t'es sous, t'es tranquille. Alors que quand t'es à ton compte, en fait, déjà, c'est toi qui dois faire les factures, c'est toi qui dois faire les devis, c'est toi qui fais toutes les démarches administratives. Et moi, j'ai jamais appris à faire ça. À l'école, on nous a jamais appris à faire ça. Donc en fait, t'apprends sur le tas, je me suis renseignée, j'ai regardé plein de sites internet, de vidéos sur YouTube, mais t'as toujours la peur, en fait, de faire une erreur. Et si tu fais une erreur, ça te coûte très très cher. Donc je sais pas, j'ai développé un peu une phobie de l'URSSAF et des impôts. Ensuite, une deuxième peur qui là me vient, c'est que forcément en fait là c'est cool, je suis créatrice de contenu, mon compte il marche bien, mais qu'est-ce que je vais faire en fait dans 10 ans ou même dans 5 ans? Enfin, parce qu'en fait, c'est un travail qui est tellement aléatoire, tellement fluctuant, il y a tellement de nouveaux créateurs de contenu qui arrivent que si ça se trouve, mon compte, dans 2 ans, il sera complètement obsolète et les marques seront plus intéressées. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Et puis même, je me vois pas à 50 ans continuer à faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, quelles sont les évolutions possibles? J'avoue que ça aussi, c'est une peur que j'avais pas avant. J'étais en CDI, avant, je me voyais faire toute ma vie à Santé Publique France. Et là, aujourd'hui, je suis incapable de dire ce que je vais faire dans 2 ans. Ah si, et il y a aussi, c'est au niveau de ma santé mentale, parce que ça c'est pareil, c'est quelque chose auquel j'ai pas du tout été confrontée quand j'étais à Santé Publique France. À 2 reprises, là, en 2 ans, j'étais quand même à ça de faire un burn-out, parce que c'est lié complètement au métier de créateur de contenu, où en fait on est connecté à nos écrans, à nos téléphones, au réseau, tout le temps. Et en fait, à un moment donné, j'ai eu du mal à séparer ma vie privée de mon travail parce qu'il y a aussi le fait que avant j'avais mon travail et quand je rentrais le soir à la maison, ma passion c'était d'aller tester des restos, de faire mes vidéos et tout. Ok. Mais là maintenant, ça c'est mon travail. Et du coup, le soir, je fais ça aussi. Et donc s'il y a personne qui m'arrête ou qui me dit non, là à 18h30 tu t'arrêtes et tu fais autre chose de ta vie, et moi je continue. Du coup, c'est un peu ce que j'ai fait la première année. J'ai fait que ça en fait. Et ça n'allait pas trop. Donc en septembre 2023, juste avant qu'on parte au Japon, j'ai eu une grosse période où je pense que j'étais vraiment à 2 doigts de faire un burn-out. Et du coup, partir au Japon, ça m'a fait un bien fou. Et en rentrant, j'ai vraiment mis en place des règles pour éviter de retourner dans ce cercle vicieux où j'avais que le travail en fait. Dans ma vie, c'était mon travail. Et du coup, par exemple, le matin, je vais pas allumer mon téléphone tout de suite. Je vais lire. Le soir, c'est pareil. J'essaie à partir de 20h30, de plus du tout regarder mon téléphone, de faire d'autres activités. Je me suis remise au cours de dessin. Voilà, j'ai mis plein de choses en place pour éviter ça, mais en plus c'est un sujet qui est vraiment très très important dans ce milieu-là. Enfin, autour de moi, dans les créateurs de contenu, j'en connais au moins 2-3 qui ont fait des burn-out, donc c'est quand même énorme. Voilà, donc ça c'est un peu les côtés négatifs, mais bon. Quatrième question, est-ce que toutes les adresses que tu nous présentes sont issues de collaborations? Alors ça aussi c'est une question qu'en vrai vous me posez souvent, alors que pour moi c'est quand même assez clair parce que quand c'est une collaboration, je suis obligée de mettre sur la vidéo collaboration donc dans la légende, collaboration commerciale rémunérée même je précise, et de cocher l'option Insta ou TikTok. Mais du coup, j'ai regardé un mois un peu classique pour faire la proportion des collabs que j'ai, des invites et des endroits où je vais où je paye. Donc en gros, par mois, je suis à 18 vidéos par mois environ, ça fait 4 à 5 vidéos par semaine. Je vais faire sur un mois classique
4 vidéos où je suis rémunérée, donc ça fait 22%. Des invitations, j'en fais en moyenne 9 vidéos où je suis invitée, donc ça fait 50%. Et du coup le reste, donc 5 vidéos où moi j'ai payé, ou alors ce sont des lieux gratuits, donc ce qui fait 28%. Voilà, comme ça, c'est clair. Et de toute façon, sur ça, j'ai toujours été hyper transparente. Enfin, moi, j'ai aucune honte à dire que j'ai été rémunérée pour parler d'un lieu qui me plaît. Enfin, non, au contraire, c'est trop cool, quoi. Une autre question. Il y a énormément d'influenceurs sur le même créneau que toi. Comment gères-tu la concurrence? En vrai, je suis pas trop d'accord qu'il y ait beaucoup d'influenceurs sur le même créneau que moi, parce que oui, il y a des créateurs de contenu cuisine et des créateurs de contenu restaurant, mais des créateurs comme moi qui font vraiment toutes les sorties à Paris avec des itinéraires assez détaillés, j'en compte pas. Si, en vrai, il y a des gens qui vont faire des sorties à Paris, j'ai 2-3 comptes qui me viennent en tête, mais vraiment un guide à Paris comme ça, en fait, à part les médias, donc les médias type Sortir à Paris, Paris Secret, Vivre Paris, du coup, c'est une vraie équipe de journalistes qui est derrière. Enfin, même, par exemple, le guide ultime, que sûrement vous connaissez, ils sont une dizaine dans l'équipe. Pour moi, c'est au-delà de l'influence, là, c'est vraiment des médias, en fait. Donc, non, je suis assez seule, finalement, sur mon créneau, et du coup, c'est pour ça aussi que j'ai plein d'opportunités qui sont trop cool. Et en plus de ça, depuis 2 ans, donc dès que je me suis lancée à mon compte, j'ai été recrutée par une agence d'influence qui s'appelle Adecrou. Et du coup, eux, ils m'aident en fait à dénicher des clients. Donc ça m'aide aussi beaucoup en fait, voilà, d'être accompagnée par un manager. On a terminé les questions pro, donc on va déguster la deuxième galette. Alors Picard, là ça avait l'air plus intéressant. Ouais, Picard, elle est tellement belle, franchement, parce qu'en fait, du coup, elle arrive, la pâte est crue, donc faut la faire vraiment cuire au four pendant 45 minutes. Et comment je la coupe? En plus, j'aime bien qu'elle soit carrée, je trouve que ça change quoi. C'est carré. Donc ça, j'ai oublié de dire, c'est une 6 parts et elle coûte 7,99 €. Donc juste 50 centimes plus cher que celle de la Pasquier. Et l'intérieur, c'est avec chocolat noisette. Ça donne grave envie. Par contre, ça s'effrite de partout. Peut-être que je l'ai fait trop cuire. Non mais vraiment, c'est un carnage le truc. Mais du coup, c'est de la frangipane au chocolat, non? Non, il n'y a pas d'amande là-dedans. Elle est trop bonne. En vrai, elle est... Attends, je suis pas sûr d'avoir bien goûté. Oh ah mais je suis complètement j'avais oublié. Comment on lave une fève en vrai? Mais elle est trop mignonne. Tu veux laver la fève? Mais oh, mais c'est quoi? C'est une brioche? Non, c'est une couronne en... Bonne technique. Oh non, on fait pas ça. Mais tout le monde fait ça. Non, mais ça me dégoûte. C'est parti pour les questions perso que vous m'avez posées. Alors, il y a eu beaucoup de questions autour de Stéphane. Ça m'a fait rire. La première question, c'est comment as-tu rencontré Stéphane? Eh bien, je l'ai rencontré il y a 8 ans sur Tinder, puisque à l'époque, les applications de rencontres, ça marchait trop bien. Et je pense que je l'aurais absolument jamais rencontré s'il n'y avait pas eu cette appli, parce que lui, il vivait à Cormeilles. Moi, à ce moment-là, j'étais dans le 94 à Charenton. Et en fait, on se serait jamais vu. Et grâce à Tinder, voilà, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Donc, merci Tinder. Ceci n'est pas une collaboration commerciale avec Tinder, pas du tout. Ensuite, une autre question sur Stéphane. Que fait-il dans la vie? Alors c'est vrai que ça, j'en ai jamais parlé. Donc quand je l'ai rencontré, il était ingénieur généraliste, donc il a travaillé dans plusieurs boîtes, je sais pas trop ce qu'il faisait, en vrai il travaillait un peu dans les chiffres et tout. Il a jamais été passionné par son travail clairement. Après notre mariage, donc il y a 2 ans, quelques mois après, il a fait un peu une crise, c'est-à-dire qu'il a remis en question un peu toute sa vie en mode bah ce que je fais ça me plaît pas, je sais pas vraiment qui je suis, je sais pas vraiment ce que j'aime. Voilà, je sais pas si c'était un burn-out, je sais pas si c'était une dépression, parce que en vrai bah au niveau perso il est quand même vachement heureux. Et en tout cas, un jour, il a quitté son travail et il a jamais pu y revenir. Du coup, depuis 2 ans, en fait, il était suivi par quelqu'un. Il a fait beaucoup de travail sur lui-même et tout. Donc là, il a retrouvé un nouveau projet perso, donc pareil, qui n'a rien à voir, mais centré sur le bien-être et la santé mentale. Je pense qu'il a aussi envie d'aider les gens qui traversent ce genre de moments pas cool, quoi. Et donc, il a ce nouveau projet et il devrait se lancer incessamment sous peu. Mais en gros, là, depuis 2 ans, il est quand même en phase de guérison de ce burn-out. Mais il a eu besoin de beaucoup de temps. Et du coup, il a beaucoup de temps pour m'accompagner sur les tournages et pour m'aider et pour manger des galettes avec moi.
Est-ce que ça ne dérange pas Stéphane que tu l'embarques à droite à gauche? Non, ça le dérange pas parce qu'en vrai, il adore m'aider. Vraiment, pour le coup, Stéphane, c'est quelqu'un qui est pas du tout égoïste, enfin, qui donne beaucoup de sa personne et qui donne beaucoup aux gens qu'il aime. Donc, il est toujours partant pour m'aider. Après, il y a des fois où je le fais un peu subir. Parce que je pense par exemple, j'ai tourné une vidéo sur un itinéraire pour voir les illuminations de Noël à Paris en décembre. Et déjà, lui, les illuminations, il en a rien à cirer, ça l'intéresse pas du tout. Mais il est quand même venu avec moi et on a marché pendant 3 heures. On a arpenté Paris pour voir tous les spots illuminés pour Noël. Donc déjà, il était un peu blasé, mais bon, il était quand même là. Et ensuite, on a mangé dans un restaurant, toujours pour la vidéo, qui s'appelle Le Plomb du Cantal Rive Droite, où on mange de l'aligot. Et en fait, il faut savoir que Stéphane n'aime pas le fromage, donc il ne mange pas de fromage. Et en fait, je lui avais pas dit qu'on allait manger là. Et du coup, il est arrivé au resto et il me fait « Mais t'es sérieuse, tu vas me faire manger de l'aligot alors que j'aime pas le fromage ?» Et le pauvre, du coup, pour la vidéo, il a fait comme s'il mangeait de l'aligot et tout Noël. Donc voilà, il y a certains cas où quand même je pense que j'abuse un peu, mais sinon, non, globalement, il est quand même... Enfin, on passe des bons moments, quoi. Pendant mes tournages, on rigole. 4e question, quel est ton quartier préféré à Paris? Je dirais que c'est le 11e parce que déjà c'est trop mignon, c'est pas du tout touristique, il y a pas beaucoup de monde, c'est jamais blindé et surtout il y a plein de coffee shops et de brunch. Après j'aime aussi beaucoup le 12e parce que c'est très joli avec la coulée verte que j'adore. Dites-moi en commentaire vous quel arrondissement vous préférez, mais moi c'est vraiment le 11e. Est-ce que quitter Paris un jour te ferait envie et aurais-tu envie de revenir à Toulouse? Je pense que je ne quitterai jamais Paris. Bah, j'ai mon travail ici. J'allais dire j'ai mes amis, mais non, parce qu'en fait mes amis partent de Paris depuis quelques temps. Là, tout le monde se barre de Paris. Mais je sais pas, en fait, j'ai construit ma vie ici et j'aime tellement cette ville que je me vois vraiment pas vivre ailleurs. On a acheté un appartement sur plan à Noisy-le-Grand, dans le 93, qui n'est toujours pas livré, on l'attend. Mais du coup, voilà, on va aller vivre là-bas. C'est pas Paris exactement, mais c'est quand même la région parisienne. Non, clairement, je pense que je quitterai pas Paris. Et du coup, ah oui, j'ai pas terminé la question qui était aurais-tu envie de revenir à Toulouse? Pas du tout. Alors vraiment pas du tout, parce que je sais pas si vous connaissez Toulouse. C'est une ville qui est trop sympa parce qu'il fait beau, les gens ils sont trop cool, c'est pas très cher et tout, mais par contre, on s'ennuie tellement, il y a rien à faire. Vraiment, il y a rien à faire. Donc non, je ne reviendrai pas à Toulouse. Dernière question perso, est-ce que tu cuisines? Non, je ne cuisine pas. Enfin si, je cuisine des trucs hyper rapides, hyper simples. Moi, si ça me prend plus de 30 minutes, je pense que ça me fait péter un câble. La cuisine, c'est pas ma passion. J'adore tester plein de nouvelles recettes, enfin de goûter plein de nouvelles recettes, de nouvelles cuisines, de nouveaux restaurants. Par contre, vraiment, cuisiner en soi, je sais pas, ça me gonfle. C'est très bizarre, mais non, c'est pas une de mes passions. Je préfère lire, je préfère regarder une série, un film, peindre, dessiner. Mais alors la cuisine, vraiment, ça me fait pas plaisir, quoi. Voilà pour les questions perso, et on passe à la dégustation de la 3e galette, qui est la galette la plus originale. Donc Stéphane m'a rejoint pour la 3e galette, qui est la galette la plus originale de la sélection, qui est une galette de Laura Todd, qui font aussi des cookies. Un cookie géant, galette des rois. Donc là, on est sur un cookie 8 parts. Il est énorme, à 39 €. Je goûte en premier. Allez. C'est trop bon. Ah ouais. C'est grave bon. C'est de la pâte à cookies vraiment à l'intérieur. C'est texture d'un cookie, mais sauf que ça a goût de la frangipane. Assez léger hein, la frangipane, franchement, avec des gros éclats d'amandes et de noisettes sur le dessus. Là, c'est une tuerie. Trop bon. Donc je trouve que c'est... Enfin, tu vois, ça change, c'est hyper original. T'amènes ça à un repas, c'est trop la classe. Ça y est, on passe aux questions bien croustillantes que vous m'avez posées. J'ai bien rigolé en les lisant, franchement. La première question est, as-tu déjà eu des dramas avec d'autres créateurs de contenu? Il y a une histoire qui me vient forcément en tête tout de suite. Au début, en fait, quand j'avais pas encore 100 000 abonnés, j'étais assez naïve parce qu'en fait, moi, Insta, c'était ma passion. Donc, quand je rencontrais des gens, bah, je sais pas, j'étais hyper ouverte d'esprit. Je me disais, c'est trop cool, je vais rencontrer des gens qui ont la même passion que moi. On va pouvoir, je vais pouvoir me lier d'amitié avec d'autres personnes en dehors de mon travail et tout ça. Donc, j'étais assez naïve, il faut le dire. Et notamment, j'ai rencontré une personne qui est guide à Paris et qui a un compte Instagram, en fait, qui est aussi créatrice de contenu.
contenu. Et en fait, on a vachement matché. En fait, pendant 2 ans, on s'est vu quand même assez régulièrement. Pour moi, c'était vraiment une copine. Et on a eu l'idée, en fait, de mettre un projet en place toutes les deux, qui était d'allier une visite touristique de Paris, donc avec elle, à une adresse, enfin plusieurs adresses food. En fait, voilà, on avait même trouvé un nom, on avait appelé ça le Food Histoire Tour. Et du coup, on a mis ça en place, c'était trop bien. On en a fait un, c'était entièrement gratuit en fait. On avait tiré au sort pour faire participer les gens. Et du coup, entre chaque, je crois qu'on avait 5 ou 6 restos, et entre chaque resto, bah, elle faisait des petites explications sur Paris et tout. Concept trop cool. Et le lendemain, vraiment littéralement le lendemain, elle m'envoie un message en me disant que bah, finalement, elle avait plus besoin de moi maintenant en fait, parce que bah, le projet était lancé et qu'elle allait faire ça maintenant avec d'autres créateurs de contenu. Bah moi j'ai pas compris. Je dis mais en fait c'est un projet qu'on a fait toutes les deux. J'avais pas compris qu'après t'allais faire ça avec d'autres personnes et que du coup tu me lâchais quoi. Peut-être un petit malentendu professionnel, mais en fait à partir de là, elle ne m'a plus jamais parlé. Donc je me suis dit, mais du coup, c'était pas du tout ma pote. Vraiment, là, j'en rigole, mais sur le coup, j'en ai pas du tout rigolé. J'étais hyper blessée, en fait, de me dire, mais cette personne, genre, on se voyait presque toutes les semaines pendant 2 ans. C'était ma pote, et en fait, elle m'a juste utilisée professionnellement, et à aucun moment, elle appréciait vraiment qui j'étais, quoi. Ça a été un peu dur, et à partir de là, j'ai mis une grosse barrière avec toutes mes relations issues des réseaux sociaux, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, tout était intéressé, et c'est hyper triste de dire ça, parce qu'il y en a qui sont quand même assez sincère et honnête, je le sais, mais en fait ça m'a tellement blessée que vraiment depuis je fais hyper attention. Un autre, alors c'est pas vraiment un drama mais quand même c'est rigolo, c'est que quand je me suis lancée sur Insta, je m'appelais Le Paris d'Alex. J'avais pas du tout regardé les noms qui existaient sur Instagram puisque je connaissais un peu rien à Insta et je me rends compte qu'en fait il y a une personne qui s'appelle Le Paris d'Alexis et qui fait la même chose que moi et qu'en fait j'ai quasiment copié son pseudo. Le Paris d'Alexis, Le Paris d'Alex. Et là, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai pas fait? Il va me tuer, en fait. Et pas du tout, il a été trop sympa. Il m'a envoyé un petit message, il m'a dit, bah, faudrait qu'on se fasse un déjeuner tous les deux et tout. Et c'est de là que j'ai rencontré Le Paris d'Alexis. Et que depuis, en fait, on se connaît très bien et on s'apprécie beaucoup. On a grandi ensemble dans ce milieu-là. Il m'en a jamais voulu, mais par contre, moi, j'ai quand même changé mon pseudo. Parce que avant c'était Le Paris d'Alex et maintenant c'est Le Paris Food Alex. Je sais pas si vous voyez le jeu de mots d'ailleurs. Je sais pas si les gens ils comprennent le jeu de mots. Et j'ai changé parce que tout le monde nous confond. Par exemple, je recevais des mails, et j'en reçois encore d'ailleurs, qui étaient destinés à Alexis, et inversement, pour les concours, les gens me taguaient au lieu de le taguer lui. Enfin, j'étais trop mal, donc j'ai changé mon pseudo à cause de ça. Voilà. Mais il m'en veut pas, donc c'est pas vraiment un drama. Ensuite, une autre question. As-tu déjà eu des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire? Alors ça, c'est pas une question très marrante, mais oui, j'en ai déjà eu, et aujourd'hui, j'en suis complètement guérie, mais c'est assez récent. Je pense que ça fait vraiment 2-3 ans que je peux dire que j'en suis guérie. En fait, je me suis rendu compte que si j'ai eu une passion comme ça pour les restaurants et pour la nourriture, c'est notamment en partie parce qu'à un moment donné, j'ai eu une relation très malsaine avec la nourriture qui était une obsession. Ça, j'en ai jamais parlé, donc vraiment c'est la FAQ de toutes les confidences. En fait, à partir de l'âge de 20 ans, quand j'ai commencé à prendre un peu de poids, j'ai commencé à faire des régimes, hein, comme tout le monde, puisque pour perdre du poids, il faut faire des régimes, d'après ce qu'on nous dit. Et du coup, ça a très bien marché au début, bien sûr. J'ai fait ça pendant 10 ans, je pense. Sauf que c'était devenu vraiment n'importe quoi, c'est-à-dire que je comptais mes calories, je limitais tous les ingrédients, tout ce qui était fromage, chocolat, viennoiserie, tout ça, c'était complètement interdit. La semaine, j'avais des menus très très stricts et vraiment pas drôles du tout. Et la seule chose que je m'autorisais, c'était les restos, une fois par semaine le soir et le week-end où je mangeais tout ce que je voulais. Et ça a duré 10 ans. C'est vraiment très très long. Ça a quand même développé en moi des comportements un peu étranges. Par exemple, quand j'allais au restaurant, du coup, vu que je savais que c'était le moment où j'avais le droit, et je mangeais comme 3 personnes. Vraiment, c'était assez hallucinant, quoi. Ou alors, un truc aussi qui était très bizarre, c'est que le dimanche soir, je faisais des crises où je mangeais tout en fait dans les placards et tout, je faisais un peu des crises d'hyperphagie. Et en fait pour moi c'était normal entre guillemets parce que je me disais bah oui mais c'est parce que t'es stressée du boulot le lendemain matin, donc tu compenses comme ça. Enfin je voyais pas le problème dans ces comportements là. Mais il y avait quand même certains trucs que je comprenais pas. Je me disais mais je vais devoir faire le régime toute ma vie. Est-ce que pourquoi ma meilleure amie qui est fine comme une brindille, elle a le droit de manger tout ce qu'elle veut et moi j'ai pas le droit. Enfin, il y avait quand même des trucs qui collaient pas, mais je sais pas. En fait, on a tellement été élevés dans la culture du régime, dans la culture des corps minces et tout que pour moi, ce que je faisais c'était normal. Jusqu'au jour où, alors c'était avant le Covid, je suis tombée sur une vidéo YouTube qui a complètement changé ma vie.
C'est peut-être beaucoup, mais en vrai, ça a complètement changé ma relation avec la nourriture et ce qui est quand même une énorme partie de ma vie, donc je peux un peu dire ça. Et je sais même pas si je pourrais retrouver cette vidéo YouTube, mais en fait, c'était une personne qui expliquait les mécanismes de notre cerveau quand on fait un régime. En fait, notre cerveau, il se met en mode survie parce que quand on fait un régime pendant des années et des années, en fait, le cerveau le vit comme si c'était une famine et du coup, dès qu'il a de la nourriture, en fait, c'est un instinct de survie, il va manger. Enfin, il va nous forcer à manger. Et c'est exactement ce qui se passait moi le dimanche soir quand je faisais mes crises parce que mon cerveau savait très bien que toute la semaine j'allais devoir me priver et donc instinctivement pour la survie de mon corps il fallait que je mange beaucoup le dimanche soir. Et du moment où j'ai compris ça, sachant que moi j'ai fait des études très scientifiques de biologie, de physiologie, en fait j'ai compris que c'était un mécanisme de mon cerveau pour ma survie. Là je me suis dit mais en fait je peux pas m'infliger ça. Enfin c'est quoi cette vie? En fait ça veut dire que j'affamais tellement mon corps que mon cerveau réagissait comme s'il était en période de famine. Mais en fait, là, pour moi, ça a été vraiment un déclic et il n'y avait plus de retour possible en arrière. Je me suis dit, ce n'est pas possible, c'est pas moi, je dois prendre soin de mon corps. Déjà que je travaille beaucoup, que j'ai une vie assez intense, je peux pas en fait m'infliger ça, enfin, c'est pas possible. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai complètement arrêté tous les régimes. Je me suis réautorisé tous les aliments. Et ce qui s'est passé, c'est que, oui, effectivement, je crois que les 2-3 premiers mois, je mangeais à foison, je me faisais des goûters à base de gros bols de granola avec des confitures Nutella et tout. Enfin, c'était la folie. Et en fait, au bout de 3 mois, mon cerveau, il a compris que c'était terminé, que je ne m'interdirais plus jamais de manger ce que je veux quand je veux. En fait, depuis ce moment-là où je ne me suis plus jamais interdit quoi que ce soit, eh bien, je n'ai plus de crise comme ça où il fallait que je termine toutes les tablettes de chocolat et tout. Je suis beaucoup plus apaisée en fait face à la nourriture. C'est plus un sujet qui m'obsède. En fait, maintenant, c'est normal. Si j'ai envie de manger du chocolat, si j'ai envie de faire un resto ou si j'ai envie de manger juste des légumes et une salade, c'est ok. Et mon corps, c'est tout seul ce dont il a besoin et ce dont il a envie. Ce qui est quand même fou, c'est que pendant ces 10 ans où j'ai fait des régimes tout le temps, j'avais un poids en tête qui était de faire 55 kilos. Je sais pas pourquoi. Il fallait pour moi, pour mon bien-être, que j'atteigne 55 kilos. J'y arrivais jamais. Et là, depuis que je ne fais plus aucun régime, je vous jure que c'est vrai, je fais 55 kilos depuis 3 ans, alors que je mange tout ce que je veux. Après, voilà, c'est un sujet, moi je sais que je peux pas forcément en parler avec tout le monde parce que les gens vont me dire ah oui, mais moi si je m'autorise à tout manger, forcément je vais manger tous les chocolats, je vais prendre 3 kilos et tout, je peux pas faire comme toi. Voilà. Donc du coup, c'est plutôt un sujet que j'évite parce que j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas. Et si je terminerai quand même par dire que je me suis rendu compte que dans beaucoup de cas de compte food sur Instagram, alors j'ai peut-être lancé une petite bombe, mais beaucoup de cas ont eu aussi à un moment donné ou toujours une relation malsaine avec la nourriture. En fait, on peut pas être autant obsédé par la nourriture, par les restaurants, si à un moment donné on n'a pas une relation un peu bizarre avec la nourriture. Et je dis ça, ce ne sont pas des rumeurs ou des paroles en l'air, c'est parce que voilà, j'ai quand même parlé avec beaucoup de gens dans ce milieu. Et à un moment donné, je me rends compte qu'il y a toujours un truc pas net avec la relation avec la nourriture. Enfin, moi, je me dis, c'est un mal pour un bien parce que déjà, j'ai réussi à m'en sortir toute seule et ça, je suis très fière. Et puis en même temps, j'ai eu ma page Insta où je partageais des restos et tout. Et du coup, ok, peut-être qu'au début, c'était pas forcément pour les bonnes raisons. Mais aujourd'hui, ça l'est. Et peut-être que j'aurais jamais eu cette page Insta si j'avais pas eu cette petite période de relation bizarre avec la nourriture. Donc voilà, je me suis beaucoup livrée là. Troisième question, est-ce que ça t'arrive de poster des lieux ou des restos que tu trouves moyens pour avoir de quoi poster? Jamais, je ferai jamais ça. Enfin, moi, je veux que ma page, ce soit un guide des bonnes adresses à Paris. Et je pense que la pire chose qui peut m'arriver, c'est que quelqu'un aille tester mon adresse et me dise « en fait, c'était nul ». Genre, si vous faites ça, vous me brisez le cœur. Donc vraiment, non, je recommanderais jamais quelque chose qui est juste moyen. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai dit dans cette vidéo ou pas, mais dans mes contrats avec les restaurants, j'ai rajouté une clause dans laquelle je dis que s'il y a le moindre truc qui ne me plaît pas dans le restaurant, que ce soit service, déco, nourriture, quoi que ce soit, j'annule la collab et je ne me fais pas payer et je ne poste pas. Et ça reste vraiment très important pour moi. Par contre,
Petite confidence, si j'ai, par exemple pendant les vacances, ou alors si je suis un peu dans le rush, parce que j'ai pas eu le temps de monter la vidéo que je voulais poster et tout, ce que je fais, c'est que je triche un peu et que je reposte des anciennes vidéos. Donc je sais pas si des gens s'en rendent compte ou pas. Par exemple, là, pendant les vacances de Noël, la deuxième semaine, j'ai reposté plein de vidéos, plein d'anciennes vidéos. Je sais pas si c'est vraiment de la triche, parce qu'en vrai, les vidéos que j'ai postées il y a un an, bah vous allez pas remonter sur mon feed pendant un an. Donc peut-être que c'est des vidéos que vous n'avez même pas vues sur ma page. Mais voilà, ça c'est un petit tips, un petit peu de triche pour quand j'ai pas trop de contenu en avance et que du coup ça me permet de poster quand même. Ah oui, alors la quatrième question, vraiment... Mais bon, j'ai dit que je répondrais, donc je vais y répondre. Combien de fois fais-tu l'amour par semaine? Donc ça fait 8 ans que nous sommes ensemble avec Stéphane et je dirais qu'en moyenne, c'est 1 à 2 fois par semaine. Voilà. Un peu plus pendant les vacances, un peu moins pendant les périodes où moi j'ai beaucoup de travail et je suis sous l'eau. Voilà, je ne m'attarderai pas plus sur la question. Mais en tout cas, elle m'a fait bien rire. Ensuite, un truc qui t'énerve chez Stéphane. Premièrement... On dirait que je vais faire une liste de 10 trucs, mais non. Premièrement, c'est qu'il a beaucoup trop d'affaires, ça ruine ma déco. Dans l'appartement, j'ai mes petits trucs de déco tout mignons et lui, il va mettre son petit bordel un peu partout. Et surtout, en fait, il a beaucoup de mal à se séparer des objets. Donc quand on doit faire du tri, en fait, lui, il jette rien, il donne rien. Et ça, j'avoue que c'est un peu chiant, surtout quand tu vis dans un appartement qui n'est pas extensible. Donc par exemple, notre balcon, je ne peux pas y accéder, je peux pas mettre les pieds sur notre balcon. Il est plein à craquer de ses affaires. Un deuxième truc, je dirais, notamment parce qu'on s'est disputé il y a pas longtemps à cause de ça, bah moi quand je travaille par exemple, quand je suis à la maison, que je vais faire du montage ou que je vais planifier des vidéos ou écrire des scripts, je suis dans ma bulle et je vais travailler devant mon ordi pendant 4 heures, je vais pas bouger, je vais pas faire de pause, rien, et j'ai vraiment besoin d'être hyper focus. Et lui, en fait, il a du mal des fois à comprendre ce besoin que j'ai d'être vraiment tranquille. Et donc juste avant les vacances, le vendredi de la veille des vacances, j'avais une grosse journée où je devais tout boucler avant de partir sereinement en vacances, et il m'a harcelé de messages toute la journée. Alors déjà, il rentre pas dans le bureau, donc ça c'est bien, mais par contre, il m'envoyait plein de messages, il me disait est-ce que tu veux un croissant, est-ce que tu veux manger ça ce midi, est-ce que tu veux que j'aille te chercher Bounty, enfin je sais même plus ce qu'il me racontait, et du coup ça m'a trop gonflé. Parce que bah moi en fait je voulais juste être tranquille et pas avoir toutes ces notifs qui arrivaient toute la journée, et lui il a pas compris parce qu'en fait il disait oui mais je fais ça pour t'aider et tout, pour que ta journée se passe mieux, et moi j'étais non mais juste fous-moi la paix. Et en fait il me sollicite beaucoup à certaines périodes, et moi je suis plus des fois en retrait, j'ai besoin d'avoir plus mes moments seuls. Mais il a aussi beaucoup de qualités, vous inquiétez pas. Alors une autre question, des anecdotes ou des tournages qui se sont mal passés. Oui, plein. J'allais tourner dans un spa où j'étais invitée parce que je voulais faire justement une vidéo sur les meilleurs spas à faire à Paris. Et du coup, on arrive au spa. Et en fait, bien sûr, quand tu es au spa, tu n'as pas le droit de filmer ou de prendre des photos. Donc t'as bien toutes les affiches partout avec téléphone interdit, téléphone interdit. Sauf que moi, je venais pour un tournage, donc forcément, j'étais avec mon téléphone. Et il m'avait pas donné de pancarte ou de petits badges et tout pour dire que j'étais en tournage. Et donc, je faisais vraiment ça hyper discrètement, là où il n'y avait pas trop de gens, j'étais là dans mon petit coin et tout, j'étais trop mal. Et en fait, les gens me fusillaient du regard, et il y a un mec qui allait voir le vigile pour dire là cette personne elle est en train de filmer, c'est hors de question que moi j'apparaisse sur une vidéo de quoi que ce soit, faut la virer du spa et tout. Et du coup heureusement le vigile a expliqué la situation. Du coup je pense que j'ai filmé très rapidement, vraiment très peu de trucs. Ça m'a traumatisé ce genre d'expérience, surtout que moi j'aime pas du tout être au centre de l'attention, donc là c'était affreux. Une autre anecdote qui m'est arrivée là il y a pas longtemps pour la SNCF, donc j'avais une collab avec la SNCF pour mettre en avant des lieux accessibles en train pas loin de Paris, et du coup je devais aller au château de Chantilly, et donc c'était avant les vacances, donc je prévois d'y aller un dimanche. Donc déjà le dimanche ça m'énerve parce que j'aime pas travailler le week-end, enfin vraiment, mais là j'avais pas le choix, il y avait pas d'autre date possible, c'était trop le rush. Évidemment, sinon c'est pas drôle, c'était le jour de la tempête et de la pluie. Donc j'y vais en train toute seule, j'arrive au château, en plus là-bas il y a plein de jardins, faut marcher pendant longtemps et tout, sous la pluie avec un vent de malade, donc j'étais là avec mon parapluie en train d'essayer de filmer toute seule et tout, enfin c'était un enfer, j'étais crevée. J'avais dû me lever hyper tôt pour être au château de Chantilly à 11h, alors que nous c'est à 2h30 de transport, enfin PLS mais total. Du coup Stéphane m'a rejoint en voiture parce que c'était trop la PLS pour m'aider. On a visité le château, genre vraiment je vous mens pas,
pas, là je vous dis tout. J'ai visité le château en 10 minutes chrono juste pour filmer. On a fait les jardins mais même pas à peine. Et ensuite on est parti en voiture et c'était horrible, c'était horrible. À aucun moment j'ai profité du château de Chantilly. J'avais juste hâte que ça se finisse, que je rentre chez moi et que j'aille dormir. Après ça se voit pas sur la vidéo. Est-ce que j'ai une autre anecdote? C'était il y a 2 ans. J'avais pas mal bossé avec Kitok et en fait c'était pour la fête des grands-mères. Je devais faire ma mamie devait cuisiner une recette de Kitok avec moi quoi. Donc le projet était trop sympa et tout. Donc je descends à Toulouse pour filmer avec ma mamie. Et en fait elle avait pas grand chose à dire, mais déjà on devait faire un moment où elle était assise sur un fauteuil, où elle me disait, alors je sais plus ce que c'était exactement, où elle me disait que ah ben oui elle aimait bien Kitok parce que du coup bah, elle a pas besoin de se déplacer pour aller faire les courses, voilà, vu qu'elle est un peu âgée et tout ça, que c'est des bons produits, machin truc. Vraiment c'était assez simple. On a mis 2 heures pour tourner ces 2 phrases. Parce qu'en fait, la pauvre, elle était trop stressée. Et dès que je lui disais une phrase qu'elle devait mémoriser et la répéter, en fait, elle oubliait instantanément les mots. Et en plus, au lieu de dire Kitok, elle disait TikTok. Tout le temps. Donc la phrase était nickel et à la fin elle disait avec TikTok. Et je suis là non mamie c'est pas du tout TikTok c'est Kitok. Oh, mais du coup bon voilà c'est marrant en vrai ça nous fait grave des bons souvenirs même si sur le coup j'ai pas mal stressé. Je me suis dit je vais jamais y arriver à sortir cette vidéo. Franchement on en rigole aujourd'hui c'était trop drôle. Et peut-être une autre anecdote. C'est un tournage ça me revient. Un tournage qui s'est pas très bien passé. C'est pas qu'il s'est pas très bien passé mais c'était un peu relou. C'était un resto qui fait des onigiri et qui sont vraiment incroyables. Le resto s'appelle Yami Yami et du coup moi j'y allais vraiment pour mettre en avant les onigiri. Et en fait le restaurant, alors je comprends parce que du coup t'y vas, ils savent que tu vas faire une vidéo donc ils mettent le paquet, ils veulent que tu goûtes plusieurs plats, que tu montes plusieurs plats et tout. Sachant que moi j'avais bien expliqué que je venais pour mettre en avant uniquement les onigiri parce qu'ils sont énormes, ils sont super bons. Pour moi c'est les meilleurs onigiri de Paris. Mais ça s'est pas passé comme prévu, c'est-à-dire que en cuisine ils nous ont sorti tous les plats de la carte. Et j'étais avec Stéphane et en fait j'étais trop mal parce que on avait une petite table et il nous amenait les plats et vraiment ça n'en finissait pas. Il y avait des plats partout. On a dû mettre des plats même sur la table haute qu'il y avait à côté de nous et j'étais pas bien parce que déjà de 1, c'est des plats qu'on n'allait pas manger parce qu'il y en avait beaucoup trop. Même si on les ramène à la maison, il y en avait vraiment, vraiment beaucoup trop. De 2, moi j'avais pas prévu de filmer ça, donc ça veut dire qu'ils allaient pas apparaître dans ma vidéo, donc c'était juste du gaspillage. Et en fait, je faisais que leur dire, stop, là on veut plus, ils s'arrêtaient pas et du coup, c'était vraiment pas... Franchement, j'en ai pas du tout un bon souvenir alors que le resto est trop cool et que les onigiri sont très bons et les plats aussi sont très bons. Voilà, on a fini avec les questions croustillantes. Maintenant, on va passer à la galette croustillante. Alors, je ne sais pas si elle va être croustillante, mais à la galette la plus chère de la sélection. La dernière, ce que vous reconnaissez à l'emballage. Alors du coup, là on est sur une galette coco chocolat au lait de Yann Couvreur. C'est une 6 personnes à 48 €, donc c'est plus cher. En même temps c'est Yann Couvreur et tout ce qu'il fait c'est toujours tellement incroyable que j'attends beaucoup de cette galette. Et donc au-dessus c'est des lamelles de coco torréfiées avec du caramel. Trop beau, incroyable. Tine. Ah ouais. Pardon. Ah ouais. Pourquoi c'est si bon? Parce que c'est Yann Couvreur. Et en plus, là, je l'ai pas repassée au four. Elle est quand même ultra croustillante. La frangipane coco à l'intérieur, c'est bon, hein. C'est trop bon. Ah ouais, les couronnes, elles sont stylées. Bien trouve la fève. C'est vrai, j'aimerais bien voir à quoi ressemble la fève. Elle est où la fève? Si on trouve la fève, on vous la montrera. C'est Camille, le commandant Cousteau. Ma préférée, en tout cas, c'est celle-ci. C'est clair qu'elle est incroyable. Ensuite, c'est le cookie de Laura Todd parce que trop original. Ensuite, c'est Picard parce que Picard live quoi. Et la dernière Pasquier quoi, parce que bon, c'est pour les petits budgets, mais franchement, ça passe. Et bien, du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez appris plein de choses. J'ai quand même révélé pas mal de petits secrets. Qu'est-ce que t'as dit? Toi, tu sais pas, tu verras au montage. Enfin, tu verras quand la vidéo va sortir. Oh non. Et je vous dis à mercredi prochain et je vous fais des bisous. Salut.